Bonjour. Après avoir présenté dans une première vidéo quelques définitions et la notion de transformation de la place, et dans une deuxième vidéo la transformation de la place inverse et la représentation externe, nous allons continuer ce cours avec cette vidéo. Et nous commençons par les schémas fonctionnels. Un schéma fonctionnel d'un système consiste en une représentation graphique abrégée des relations entre les signaux d'entrée et de sortie du système. Donc, lorsqu'on représente un système par un schéma fonctionnel, en fait, ce schéma représente les interconnexions et les différentes parties du système. Donc, on peut mettre en évidence les différentes relations entre les signaux d'entrée et de sortie dans ce schéma. On peut dire que, d'une manière générale, un schéma fonctionnel est constitué par un assemblage particulier de 4 types d'éléments: des rectangles, des comparateurs, des points de dérivation et des flèches. Donc, quelle que soit la complexité du système physique et par suite la complexité du schéma fonctionnel associé, ce schéma est constitué uniquement de ces 4 éléments: des rectangles, des comparateurs, des points de dérivation et des flèches. Donc, des rectangles dans lesquels on inscrit soit le nom, soit la description mathématique des éléments. Des comparateurs qui peuvent effectuer des opérations d'addition et de soustraction. Des points de dérivation qui permettent d'envoyer l'information dans différentes directions ou vers différents éléments. Et des flèches qui indiquent le sens d'orientation de l'information. Donc, le schéma fonctionnel le plus simple d'un système est constitué par un seul élément. Donc, un seul élément est inscrit dans un rectangle. Il y a le signal d'entrée et le signal de sortie. Donc, dans le rectangle, on inscrit le nom de l'élément ou encore la description mathématique de cet élément. Donc, la description mathématique peut être soit le symbole d'opération mathématique à effectuer sur le signal d'entrée ou bien la fonction de transfert. Il y a aussi des flèches. Donc, des flèches qui indiquent le sens dans lequel l'information et le signal se transmettent. Donc, l'information suit le sens des flèches. Donc, nous avons ici deux éléments, des rectangles et les flèches. On représente les opérations d'addition ou de soustraction par un petit cercle marqué au nom d'une courroie appelée comparateur, où aboutissent les flèches portant le signe plus ou moins selon les cas. Donc, les informations X et Y sont des signaux d'entrée pour le comparateur. Donc, ces signaux d'entrée sont marqués d'une flèche avec un signe plus ou bien moins. Et bien sûr, le signal de sortie, il peut être exprimé en fonction des signaux d'entrée selon les signes attribués. Dans ce cas-là, nous avons Z égale à X moins Y. Donc, le comparateur il peut être marqué d'une croix, comme ce cas-là, ou non, simplement d'un cercle. On peut faire aboutir au même comparateur un nombre quelconque de signaux d'entrée, c'est-à-dire, avec un comparateur, on peut avoir plusieurs signes d'entrée. Par exemple, dans ce cas-là, nous avons Z, X et plusieurs signes jusqu'à Y. La sortie, c'est la somme, bien sûr, de tous ces signaux-là, avec les signes moins s'il s'agit d'une attribution avec le signe moins d'un signal d'entrée. Lorsqu'on a besoin d'introduire le même signal ou la même variable en plus d'un élément ou en plus d'un comparateur, on utilise un point de dérivation. Donc, le point de dérivation joue le rôle d'un capteur. Donc, c'est un point de dérivation qui permet d'envoyer le même signal X dans plusieurs directions, c'est-à-dire vers plusieurs éléments. Ici, la même information elle est envoyée dans deux directions.
première direction, ça c'est une deuxième direction. Donc nous avons un point de dérivation ou point de branchement ou encore un capteur. Alors, un système est représenté généralement par ce schéma fonction qui est le plus simple, avec un seul élément, système physique, avec un signal d'entrée qui agit sur le système et un signal de sortie qui représente les effets de l'entrée sur le système. Donc, la grandeur E est appelée entrée principale. La sortie S, c'est la réponse du système à cette entrée. Elle caractérise l'état du système. Les autres grandeurs qui possèdent une action sur le système et qui sont susceptibles par conséquent de modifier la relation existante entre la sortie S de T et l'entrée E de T sont appelées des entrées parasites ou des perturbations. Ils sont représentés par des flèches verticales. Donc, toute grandeur capable d'influencer l'état du système, c'est-à-dire de modifier la relation entre la sortie et l'entrée, sans qu'elle soit une entrée principale, sont appelées des perturbations ou bien des entrées parasites. Donc, ils sont marqués par des flèches verticales. Alors, en général, les perturbations sont des grandeurs non commandables. Donc, on ne peut pas les maîtriser. Par exemple, on représente ici un schéma fonctionnel d'un potentiomètre avec l'entrée, c'est la position du curseur et la sortie, c'est la tension entre le curseur et la masse. Évidemment, lorsque la position du curseur change, la tension générée va changer. Donc, dans ce schéma-là, on suppose qu'il n'y a pas d'influence externe sur le potentiomètre. Donc, on n'a pas de perturbation qui est marquée sur ce schéma. Un deuxième système, on prend un véhicule. L'entrée, c'est l'angle de pédale ou accélérateur. Et la sortie, c'est la vitesse. Évidemment, si l'angle de pédale change, la vitesse change. Elle peut augmenter ou bien diminuer selon la variation de l'angle de pédale. Cette vitesse, bien sûr, la relation entre la vitesse et l'angle de pédale change avec des perturbations ou bien des grandeurs d'influence qui peuvent changer l'état du véhicule, c'est-à-dire qui peuvent changer la dépendance entre la vitesse et l'accélérateur. Par exemple, le vent, s'il est en face ou en arrière, l'état de la route. Donc tout ça peut influencer sur la vitesse du véhicule. Et donc le vent et l'état de la route sont des grandeurs perturbatrices. Donc le schéma fonctionnel de base d'un système asservi peut être donné par ce schéma ici. C'est un système bouclé dans lequel nous avons le processus physique excité par la sortie d'un organe de commande et dans la sortie Y est mesurée à l'aide d'un élément de retour qui est généralement un capteur. Et donc nous avons ici un point de dérivation qui permet d'envoyer la mesure, ou bien la sortie du processus dans deux directions. Ici vers la mesure, ici vers le retour. Donc le signal de retour, il est envoyé à l'entrée d'un comparateur qui reçoit le signal E, qui est le signal de référence, et le signal de mesure. Sur cette entrée-là du signal de mesure, nous avons marqué plus et moins. Alors, si nous avons un système réel, physique, il n'y aura que plus ou bien moins. Donc, il n'y a pas de plus ou moins. Mais ici, on donne un schéma académique pour expliquer les deux cas, l'existence des deux cas. Donc, on peut avoir plus ou bien moins. Mais lorsqu'on a un système physique réel, on aura un seul signe. Donc, la sortie
du comparateur est envoyé à l'organe de commande qui va générer le signal de commande en fonction de la différence entre la consigne et le signal de retour. Évidemment, ça c'est un schéma fonctionnel dans lequel nous avons inscrit dans le rectangle le nom des éléments. Mais pour étudier un système, un service, au lieu de ces noms-là, on inscrit à l'intérieur de chaque rectangle la fonction de transfert de l'élément correspondant, ou bien l'opérateur qui va agir sur son entrée. On prend comme exemple un système décrit par l'équation différentielle y de t égale à alpha dx sur dt plus bêta x de t. Bon. Dans ce système-là, on n'a pas spécifié l'entrée et la sortie. Évidemment, pour un système physique, les entrées sont des grandeurs influençantes, sont des grandeurs qui sont capables de modifier l'état du système, qui peuvent pousser le système à évoluer. Et la sortie, elle n'est que mesurable. Donc là, on n'a pas spécifié quelle est l'entrée et quelle est la sortie. Mais quand même, on peut aussi utiliser un autre critère pour définir l'entrée et la sortie, la causalité du système. Mais étant donné que ici, on essaye d'expliquer la notion de schéma fonctionnel, nous allons prendre les deux cas. On commence par un premier cas, c'est dans lequel on considère Y comme étant sortie et X comme étant entrée. Et nous allons voir un deuxième cas où X sera considéré comme la sortie et Y sera considéré comme l'entrée. Et nous allons voir que selon les cas, nous allons avoir des schémas fonctionnels différents. Donc là, nous avons la même équation différentielle. Donc d'une part, en changeant les variables d'entrée et de sortie, donc on peut avoir des schémas différents, fonctions différentes. Et aussi, nous allons voir que nous allons obtenir des schémas fonctionnels différents selon le formalisme adopté. Alors, on va commencer par ce premier cas. Y est prise comme étant la sortie, X est prise comme étant une entrée. Donc, on réalise tout d'abord le schéma fonctionnel dans le domaine temporel. Dans le domaine temporel, on peut réaliser cette équation différentielle à l'aide de ce schéma-là. Et on peut vérifier bien que nous avons Y de t et la sortie de ce comparateur qui joue ici le rôle d'un sommateur. Donc Y de t, c'est un signal Y1 plus Y2. Y1, c'est bêta X. Et Y2, c'est alpha D sur dt. Ici, nous avons un opérateur qui agit sur l'entrée, sur X. Donc alpha D sur dt et X de t. Et donc, nous avons Y égale à bêta X de t plus alpha des X de t sur dt. C'est la même équation, mais nous avons ici une représentation dans le domaine temporel. Dans le domaine fréquentiel, on peut calculer la transformée de la place en mettant de côté les conditions initiales et écrire Y de S égale alpha S X de S plus bêta X de S. Et donc, on va dresser le schéma fonction correspondant à cette équation algébrique. Nous avons Y de S, c'est la même chose que pour le premier cas, égale à alpha S X de S, alpha S X de S, plus bêta X de S, plus bêta X de S. Donc, le comparateur ici, qui est un sommateur, il a deux entrées. Première entrée, c'est bêta X de S. Deuxième entrée, c'est alpha S X de S. Donc, nous avons la somme. Maintenant, nous allons voir le deuxième cas. Et vu la causalité, ce deuxième cas est le plus réaliste. Donc, Y, c'est l'entrée, X, c'est la sortie. Et donc, on peut transformer cette équation et l'écrire sous la forme dx sur dt égale à moins bêta sur alpha x de t plus 1 sur alpha y de t. On divise par alpha et on ramène
bêta x de l'autre côté de l'égalité. Alors, dans le domaine temporel, on peut faire la représentation suivante. Nous avons x point de t qui est ici. On trouve x de t par l'intégration, l'intégrale de x point c'est x. Et nous avons x point égale 1 sur alpha y moins bêta sur alpha x. Donc c'est cette équation ici. Dans le domaine fréquentiel, la même chose, on calcule la transformée de la place en supposant les conditions initiales nulles. Donc la transformée de la place de cette équation, s x de s égale à 1 moins bêta sur alpha x de s plus 1 sur alpha y de s. Transformée de la place en supposant les conditions initiales nulles. Et de cette équation-là, on peut exprimer x de s égale 1 sur s facteur de tout ces deux termes. 1 sur s facteur 1 sur alpha y de s moins bêta sur alpha x de s. Et on peut dresser le schéma fonctionnel. Donc x de s égale 1 sur s facteur, ici nous avons un comparateur, 1 sur alpha y, c'est le premier terme ici, moins le deuxième terme qui est bêta sur alpha x. On peut utiliser un autre formalisme et écrire s x de s égale bien sûr moins bêta alpha x de s plus 1 sur alpha y de s, mais cette fois-ci on va exprimer x de s ici. C'est-à-dire on va multiplier par alpha et diviser par bêta. C'est-à-dire que nous allons avoir x de s, on multiplie par alpha, ça donne y de s moins alpha s x de s, et on divise par bêta, c'est-à-dire que nous avons x de s égale 1 sur bêta, facteur y de s moins alpha s x de s. Alors, on dresse le schéma correspondant à cette nouvelle formulation. Et nous avons ici x de s comme sortie, il est égal 1 sur bêta, facteur y moins alpha s x. Donc, on peut voir que nous avons la même équation différentielle, mais nous l'avons représentée à l'aide de 5 schémas fonctionnels. Si on considère simplement ce dernier cas, où nous avons considéré y comme entrée et x comme sortie, nous avons une première représentation dans le domaine temporel et aussi nous avons ces deux représentations dans le domaine fréquentiel. Et de ce raisonnement-là, on peut voir que la représentation avec des schémas fonctionnels n'est pas unique. Donc, l'unicité n'est pas vérifiée pour les schémas fonctionnels. Un même système, il peut avoir plusieurs schémas fonctionnels. La forme canonique d'un système asservi, c'est la forme la plus simple d'un système bouclé et qui est constitué par deux éléments. Un élément sur la chaîne d'action et un élément sur la chaîne de retour. Dans ce schéma-là, nous avons H1 dans la chaîne d'action, H2 dans la chaîne de retour. Bien sûr, c'est la forme la plus simple qu'on peut trouver pour un système asservi, c'est-à-dire un système bouclé. Donc, à partir de ce schéma fonctionnel, de la forme canonique, on peut définir H1 qui est dans la chaîne d'action comme fonction de transfert direct ou fonction de transfert d'action. H2 qui se trouve dans la boucle de retour et s'appelle fonction de transfert de retour. Donc nous avons défini
deux fonctions de transfert différentes. Fonction de transfert d'action, fonction de transfert de retour. Le produit H1, H2 s'appelle fonction de transfert en boucle ouverte. C'est la fonction de transfert en boucle ouverte. C'est le rapport du signal de retour sur le signal d'erreur lorsque la boucle est ouverte. Donc, on ouvre la boucle ici et on cherche le rapport signal de retour sur le signal d'erreur. Évidemment, il n'y a pas de retour. Donc, on trouve bien que c'est H1, H2. Donc, à partir de la forme canonique, nous avons défini trois fonctions qu'il faut connaître. Et il ne faut pas mélanger. Donc, fonction de transfert direct d'action, fonction de transfert de retour, fonction de transfert en boucle ouverte. Donc, et nous allons maintenant définir une autre fonction de transfert qui est la fonction de transfert en boucle fermée. Alors, la fonction de transfert en boucle fermée assure la relation entre la sortie E et l'entrée E. Pour déterminer la fonction de transfert en boucle fermée, on exprime la sortie en fonction de l'entrée. Donc, comme nous avons déjà vu, la sortie d'un rectangle, c'est la fonction de transfert multipliée par son entrée. Donc, ici, nous avons y égale à h1 fois epsilon. Epsilon, c'est la sortie du comparateur, c'est E plus ou moins h2y. C'est E plus ou moins h2y. On remplace epsilon dans la première équation y égale h1 epsilon par E plus ou moins h2y. On ramène ce terme en y vers le deuxième membre de l'égalité. Et bien sûr, lorsqu'on ramène ce terme-là vers le côté gauche de l'égalité, le signe va changer. Au lieu de plus ou moins, ça devient moins ou plus. Et on peut, dans ce cas-là, exprimer donc y égale à h1 fois e, h1e, divisé par 1 moins ou plus h1, h2. Une fois nous avons exprimé la sortie en fonction de l'entrée, on peut déduire la fonction de transfert en boucle fermée et qui est déterminée par y sur e qui est égal à h1 sur 1 moins ou plus h1, h2. Donc ça, c'est la fonction de transfert en boucle fermée. Alors maintenant, on arrive à la partie de la simplification des schémas fonctionnels. Comme j'ai dit tout à l'heure, un système physique est généralement compliqué, donc son schéma fonctionnel est aussi compliqué. Donc on peut toujours ramener un système à boucles multiples à la forme canonique. Bien sûr, si le système physique est constitué de plusieurs sous-systèmes interconnectés, le schéma fonctionnel correspondant est compliqué, il peut présenter plusieurs boucles, plusieurs chaînes d'action, plusieurs chaînes de retour, plusieurs points de dérivation, ainsi de suite. Mais quelle que soit la complexité du schéma fonctionnel, on peut toujours réduire ce schéma à la forme canonique. Pour arriver à cette forme canonique, l'effet des entrées secondaires qui sont les perturbations est ramené à l'entrée et la réduction des boucles est réalisée en considérant en premier les boucles internes. Donc toujours on commence par les boucles internes et non par les boucles externes. Donc on commence par les boucles internes, on applique les règles de transformation que nous allons voir et les entrées secondaires ou les perturbations sont ramenées à l'entrée principale. Donc nous allons voir comment simplifier un schéma fonctionnel et la rendre à la forme canonique. Dans ce qui suit, nous allons donner quelques transformations les plus utilisées
Alors, on commence par la règle 1, association de deux éléments en cascade. Bien sûr, ici on donne association de deux éléments en cascade, mais cette règle-là peut être étendue vers un nombre quelconque d'éléments en cascade. Donc, nous avons deux éléments en cascade de fonction transfert G1 et G2. Ce schéma est équivalent à un seul élément dont la fonction transfert est le produit G1-G2. Évidemment, deux schémas fonctionnels sont équivalents s'ils ont la même fonction de transfert ou bien les mêmes relations entrée-sortie. Et donc, nous avons ici pour les deux schémas la même relation Y égale G1-G2X. Deuxième règle, association d'éléments en parallèle. Deux éléments sont en parallèle s'ils sont excités par le même signal et leurs sorties sont ramenées au même comparateur. Et donc, dans ce cas-là, nous avons G1 et G2 sont en parallèle. Et ce schéma-là, il peut être réécrit sous la forme d'un seul élément de fonction transfert G1 plus G2. Et donc, nous avons pour les deux schémas Y égale à G1 plus G2 X. Et donc, les deux schémas sont équivalents. Troisième règle, élimination d'une boucle de retour. Donc ici, nous avons un système bouclé sous la forme canonique et on veut éliminer la boucle de retour. Donc ce schéma-là, il est équivalent à ce schéma qui est en boucle ouverte. Mais la fonction transfert, c'est la fonction transfert en boucle fermée. Et nous avons vu la fonction transfert en boucle fermée pour un schéma de la forme canonique. H1 sur 1 moins ou plus H1, H2. Quatrième règle, déplacement d'un comparateur en amont d'un élément. Donc on passe du schéma du côté gauche vers le schéma du côté droit. Lorsqu'on déplace le comparateur et on le place avant G, donc le comparateur il est placé avant G, dans le deuxième schéma ici, la deuxième branche elle est divisée par G. Donc on multiplie par 1 sur G. Mathématiquement, pour le premier schéma, on peut écrire Z égale à Gx moins ou plus Y, Z égale à Gx moins ou plus Y. Pour passer au deuxième schéma, on factorise par G. Donc G facteur X moins ou plus Y sur G. Donc, et là, on peut voir que nous avons bien Z égale à G facteur X moins ou plus 1 sur GY. Et donc, nous avons la même relation entre sorties et par conséquent, ou bien les mêmes relations entre sorties, et par conséquent, nous avons ces deux schémas sont équivalents. Donc, les deux schémas sont équivalents. La règle 5, déplacement d'un comparateur en amont d'un élément. Maintenant, on déplace le comparateur et on le place après l'élément. C'est le passage inverse de la règle 4. Dans ce cas-là, la deuxième branche Y est multipliée simplement par G. Et nous avons la relation pour le premier schéma Z égale à G facteur X moins plus Y. Et pour le deuxième schéma, nous avons Z égale à Gx moins plus Gy. C'est-à-dire, ce terme-là, il est obtenu simplement par le développement de ce produit G facteur X moins plus Y. Et donc, nous avons l'équivalence. La sixième règle, élimination d'un comparateur. On peut remplacer des comparateurs en cascade par un comparateur équivalent. C'est-à-dire, si nous avons deux comparateurs en cascade, on peut éliminer un comparateur. Alors, nous avons ce schéma-là. Donc, on peut supprimer un de ces comparateurs et avoir un seul comparateur. Donc, cette première équivalence, on supprime ce comparateur et on ajoute Y à l'entrée X.
et nous avons x1 moins ou plus, bien plus ou moins y. Nous avons l'équation ici, z égale à x1 moins x2 plus ou moins y, et on peut écrire cette même relation sous la forme x1 plus ou moins y et moins x2. On ajoute des parenthèses. Et donc, lorsqu'on ajoute des parenthèses, on fixe un comparateur ici avec l'entrée x1 plus ou moins y, puisqu'on veut simplement un seul comparateur. Donc, nous avons x1 plus ou moins y comme entrée et x2 comme une deuxième entrée. Ce même schéma, il est équivalent à ce schéma ici. Donc, le même processus que nous avons fait ici, il refait, mais cette fois-ci, on ajoute y à x2. Et donc, on peut écrire aussi z égale à x1 moins x2 moins ou plus y. Donc, nous avons un signal d'entrée, un deuxième signal d'entrée, x1, x2 moins ou plus y. Aussi, on peut écrire comme un schéma équivalent x1 moins x2 comme entrée, y comme entrée. Et écrire que z égale à x1 moins x2 plus ou moins y. C'est-à-dire nous avons éliminé ce comparateur. Et donc la sortie de ce comparateur n'est autre que x1 moins x2. Et donc gardez simplement cette entrée. Septième règle, la transformation d'un comparateur en sommateur. Nous avons un comparateur avec l'entrée E1 dotée du signe plus, l'entrée E2 dotée du signe moins, et la sortie. Donc la sortie S égale à E1 moins E2. Et on transforme ce comparateur en un sommateur avec des signes plus sur les entrées. Pour ce faire, le moins que nous avons ici, on l'introduit comme un élément sur la même entrée. Donc ici, nous avons plus, moins 1, E2. Et donc nous avons transformé le comparateur avec les signes plus ou moins en un sommateur avec uniquement des signes plus. Huitième règle, permutation de deux comparateurs. Alors, on peut permuter deux comparateurs en cascade, c'est-à-dire nous avons deux comparateurs en cascade, et on peut permuter les entrées entre ces deux comparateurs. Donc, cette propriété, bien sûr, découle de la commutativité de l'addition. Et on peut voir qu'on peut passer de ce schéma à gauche vers le schéma à droite, dans lequel nous avons modifié l'emplacement des entrées pour ces comparateurs-là. Donc, x2, on peut voir que c'est l'entrée du premier comparateur avec x1. Dans ce deuxième schéma, c'est l'entrée du deuxième comparateur. La même chose pour x3. x3 qui était l'entrée de ce deuxième comparateur, il est devenu l'entrée du premier comparateur. Sur le lien qui apparaît ici, vous pouvez voir une étude détaillée sur la permutation de comparateurs, dans laquelle cette étude-là, nous avons présenté différents cas et nous les avons analysés d'une manière détaillée. Neuvième règle, permutation de capteurs. Donc, capteur, c'est un point de dérivation. Donc, ici, nous avons deux points de dérivation 1 et 2, et on peut changer l'emplacement de ces points de dérivation. Évidemment, on peut changer puisque nous avons le même signal qui circule dans ces branches. Donc là, on peut voir l'emplacement du deuxième comparateur par rapport au premier. La règle numéro 10, c'est le déplacement d'un élément en amont d'un nœud. Déplacement
d'un élément en amont d'un nœud, ou d'un point de dérivation. Donc on prend un élément G et on veut le placer avant le nœud. Cette transformation impose de multiplier la deuxième branche par 1 sur G. En fait, nous avons les relations Z égale à Gx et Y égale à X pour le premier schéma. Pour le deuxième schéma, nous avons la même chose, Z égale à Gx et Y égale à 1 sur G fois X. 1 sur G fois X égale à X. Donc, nous avons les mêmes relations. Et donc, ces deux schémas sont équivalents. Bien sûr, ils sont équivalents. On peut passer du côté gauche vers le côté droit, comme le montre cette flèche-là. Et la règle numéro 11 que nous allons voir, on peut passer dans le sens inverse. Ça, c'est dans le sens inverse. Donc, déplacement d'un élément en aval d'un nœud. Donc, on déplace un élément en aval d'un nœud. Donc, on le place après le nœud. Et dans ce cas-là, on multiplie la deuxième branche par G. Et nous avons les relations Z égale à Gx, Y égale à Z. Là aussi, pour le deuxième schéma, Z égale à Gx, c'est la première équation. Y égale à Gx, et qui est égal à Z. Donc, nous avons les mêmes relations par conséquent. Donc, nous allons l'équivalence. La règle 11 et la règle 10, ça donne l'équivalence entre les deux schémas. C'est-à-dire qu'on peut passer de gauche à droite ou bien de droite à gauche. Mais il faut faire attention. Est-ce qu'on va multiplier ou bien diviser par la fonction transfert? Ainsi, cette partie est terminée. Nous allons voir dans une quatrième partie les systèmes de commande. À la prochaine vidéo.